Aujourd'hui, on va parler d'une société française, de plusieurs livres, d'une référence internet, un mème, et de cryptosystèmes, mais surtout de chiffres de César ou chiffrement par décalage. Donc le nom de chiffre de César, ça vient de Jules César, sans surprise, qui utilisait ce système pour envoyer des messages secrets assez généraux il y a fort longtemps maintenant. Comment ça marche? En fait, vous prenez votre alphabet, A, B, C, D, E, F, G, etc., jusqu'à la fin. Juste en dessous, vous remettez votre alphabet. Pour le moment, rien de bien compliqué. À partir de là, le terme chiffrement par décalage prend tout son sens puisque on va décaler l'alphabet du bas de X rang vers la droite ou vers la gauche, hein. Là, c'est totalement arbitraire, on s'en fiche. Moi, là, dans notre exemple, j'ai décidé de faire de 3 rangs vers la droite, le décalage. Et tout de suite, on constate un problème. Le X, Y, Z, qui était tout à droite, donc, bah, ils n'existent plus puisqu'ils ont été poussés en dehors du tableau. Et en dessous des cases en bleu A, B, C, bah, c'est vide, il n'y a plus rien puisque j'ai fait encore une fois un décalage par 3. Alors, à partir de là, en fait, qu'est-ce que je fais? Bah, je remets mes lettres qui ont disparu de mon tableau, donc X, Y, Z, je les remets en dessous, de A, B, C, dans les cases bleues. À partir de là, en fait, ça y est, c'est bon, je peux commencer à chiffrer mes messages de manière à les rendre plus difficiles à lire. Par exemple, si je veux chiffrer, on va dire, le mot salut, le message c'est juste pour dire salut à quelqu'un, et ben je vais regarder la lettre S donc dans les cases bleues, je vois que ça correspond à la lettre P, je vais ensuite regarder la lettre A qui correspond du coup dans les cases grises à X, je vais ensuite regarder la lettre L dans la case bleue qui correspond à un I, et ainsi de suite. Ça donne donc du coup maintenant un message qui est PXIRQ qu'on ne peut pas comprendre là comme ça si on ne sait pas que j'ai utilisé cette méthode du moins. Et surtout, bah, si j'ai pas prévenu à l'avance mon interlocuteur qu'il faut faire un décalage de 3. Puisque si personne n'est au courant, bah, potentiellement personne ne va être capable de le lire à la fin. Ce qui va prendre beaucoup d'importance, vous allez voir pour la suite. Globalement, dans la vraie vie, vous n'allez jamais retrouver ça. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas utilisé hein, en soi. C'est utilisé à l'époque de Jules César, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Vous allez le retrouver surtout dans un environnement, on va dire, très particulier, qui est le CTF. Le CTF, qu'est-ce que c'est? C'est pour capture de flag. C'est des événements de cybersécurité, des petits challenges de cybersécurité, où justement, bah, on peut pratiquer différentes choses du hacking, bien entendu, mais aussi tout ce qui est des challenges crypto. Alors là, on ne parle pas de crypto, je ne vous parle pas du Bitcoin, de l'Ethereum et autres, hein, je vous parle de cryptographie, la vraie chose. Si vous dites à un cryptographe, un crypto-analyste, ah, tu fais du Bitcoin, vous verrez quelle joie il se fera de vous corriger. Ici, là, par exemple, on va aller travailler sur PicoCTF, donc qui est un site de CTF, donc de challenge de cybersécurité, qui est fait par Carnegie Mellon University, une université aux États-Unis. Et en gros, il vous donne la séquence de lettres suivantes, avec bon, aussi quelques caractères et des chiffres. Et en gros, bah, l'objectif, c'est de retrouver le message. Alors, il se trouve que là, on a en plus un petit indice important, c'est que nous, on sait que le résultat final qu'on doit trouver va être plus ou moins sous ce format-là. Donc, ça va commencer par Pico en lettres minuscules, CTF en lettres majuscules, et ensuite bah, la suite du flag qui nous permet de valider le challenge de cybersécurité. Là, on se retrouve sur mon ordinateur, sur une machine Linux, où j'ai devant moi en fait un code en C qui me permet de résoudre ce challenge. Et en fait, comment on peut résoudre ce genre de challenge? On peut se poser la question. En fait, c'est assez simple. Si je vous ai dit qu'on a fait un décalage de 3 par la droite, que ce soit à droite ou à gauche, hein, encore une fois, c'est pas du tout important pour le coup. Et que moi, j'étais la personne entre Jules César et un de ses généraux qui a intercepté ce message. Si j'ai compris la méthode qu'il utilise, si je sais qu'il fait de cette manière-là, bah, en fait, même si j'ai pas le code exact, je sais pas qu'il faut faire un décalage de 3, bah, j'ai juste à essayer toutes les possibilités possibles. Et dans les possibilités, bah, il n'y en a que 26. On peut faire qu'un décalage de 26 au maximum. Enfin,
Sinon, après, on revient à juste ABC et du coup, ce serait un message en clair concrètement. Donc, du coup, j'ai un code là, on sait, qui est fait, peu importe hein, si vous ne le comprenez pas, c'est pas l'objectif. Vous pourrez le retrouver sur mon GitHub, le lien dans la description si jamais vous voulez l'utiliser pour des CTF. Mais globalement, ce code-là va me permettre de résoudre le petit challenge en décryptant, en fait, si vous voulez, un petit peu cette partie-là, hein, ce message que je recherche pour valider mon challenge en CTF. Et pour vous montrer, vous voyez, en moins d'une seconde, j'ai déjà trouvé la solution. Alors là, si vous regardez ça, vous dites, bah non, t'as pas trouvé la solution. Mais en fait, n'oubliez pas que j'ai un élément, hein, je sais que ça commence par Pico CTF. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que mon programme il a fait? Bah, il a essayé un premier décalage de 1, un deuxième décalage de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, etc., etc. Il les a fait tous. Donc là, vous avez 26 possibilités. Et il n'y en a qu'une seule qui correspond à ce que je recherche qui commence par Pico CTF. Et donc ça, c'est le flag que je dois trouver pour valider ce challenge en cybersécurité. Mais alors, pourquoi on en parle? Pourquoi on parle de ça si on voit que c'est assez faible au final? Parce que en quelques secondes, j'ai réussi à le résoudre. Alors encore une fois, j'ai réussi à le résoudre parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère des ordinateurs. À l'époque de Jules César, bah, c'est un petit peu plus compliqué, il faut le faire à la main, et en plus, il faut déjà savoir que c'est cette méthode-là qui est utilisée. Donc c'est pas si facile que ça. Mais aujourd'hui, ça se fait en quelques millièmes de seconde, comme vous avez pu le voir. Mais pourtant, on en parle souvent et on le retrouve souvent dans les CTF. Et on en parle même dans ce livre, hein, Introduction à la cryptographie de Johannes Bushman, qui est un livre quand même à destination des licences 3 et des masters, hein, donc qui souvent prennent une spécialité hein, au niveau de la cryptographie. Mais quand même, ils en parlent. Alors pourquoi on en retrouve ça? Ben, en fait, c'est une introduction, si vous voulez, au cryptosystème symétrique. C'est quelque chose que vous avez déjà sûrement entendu parler, hein. On parle souvent de symétrique ou d'asymétrique quand on parle de cryptosystème, donc en gros de méthode de chiffrement, chiffrement symétrique, asymétrique. Et en fait, la règle pour César, bah, en fait, c'est le meilleur exemple possible du cryptosystème symétrique. Mais avant de vous parler de la définition exacte de tout ça, je vais vous présenter Alice et Bob. Alice et Bob, c'est des personnages fictifs, en fait. Mais c'est devenu un peu un mème d'Internet. Donc je voulais vous en parler parce que potentiellement vous ne le connaissez pas. En fait, la première fois donc, on a écrit quelque chose sur Alice et Bob, donc qui sont encore une fois des personnages fictifs, c'est dans un papier qui s'appelle A Method for Obtaining Digital Signatures and Public Key on Crypto System. Ça a été fait en fait par Rives Shamir Adleman, que vous connaissez peut-être potentiellement, parce que AEE, enfin ces trois personnes, si vous voulez, elles ont créé le système de cryptographie asymétrique, donc pas symétrique, hein, RSA. Donc RSA, c'est pour Rivest, Shamir, Adleman. Ils ont pris les premières lettres, chacun de leur nom de famille, ils ont assemblé, ça a fait RSA. On en reparlera sûrement de RSA à un moment donné. Et du coup, Alice et Bob, en fait, bah, c'est un peu comme 42. 42 qui est le chiffre un petit peu même aussi de l'informatique, qui vient lui-même d'un livre qui est le Guide du voyageur galactique, que je vous encourage à lire, hein, qui est très intéressant. C'est un livre marrant anglais qui parle de l'espace, etc. Un peu loufoque et il vous explique le pourquoi de 42. Donc 42, ça a été d'ailleurs repris hein, par plein de sociétés ou par plein d'utilisations, comme entre autres bah, l'école 42, hein, en France, bon maintenant c'est international, mais qui est basée en France, l'école qui a été créée par Xavier Niel entre autres. Et bien là, pareil, Alice et Bob, c'est devenu aussi un mème sur Internet. Et du coup, bah, il y a même des sociétés, et là je vous parle d'une société française qui s'appelle Alice et Bob, qui a créé, pour le coup, Alice et Bob hein, en France, font des ordinateurs pardon, quantiques. Donc là, on parle de... Ça a un lien avec la cryptographie parce que ça peut casser la cryptographie plus facilement. Bon, après, ça, c'est un sujet qu'on explorera dans une prochaine vidéo. Mais globalement, bah, Alice et Bob, en fait, c'est assez important parce que c'est l'exemple qui est tout le temps pris, si vous voulez, dans les livres comme, entre autres, Introduction à la cryptographie de Johann Bushman, dont je vais vous lire un petit extrait pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, les cryptosystèmes symétriques. En fait, pour envoyer un message chiffré à Bernard, puisque là, effectivement, nous, bons Français que nous sommes, on garde pas le Bob. Bob, ça n'existe pas en France. Donc du coup, on a dit, bah non, je vais pas écrire Alice et Bob, je vais écrire Alice et Bernard. Donc, pour envoyer un message chiffré à Bernard, Alice utilise une clé de chiffrement E.
Pour retrouver le message, Bernard utilise la clé de déchiffrement D, qui correspond à E. Quand la clé de chiffrement E est égale à la clé de déchiffrement D, ou quand D peut être calculé facilement à partir de E, on dit que le cryptosystème est symétrique. Si Alice et Bob utilisent un système symétrique, ils doivent échanger la clé secrète E avant de démarrer leur communication. L'échange de clés secrètes est un problème majeur, le plus souvent. La clé E doit être gardée secrète puisque n'importe qui connaissant E peut déterminer la clé correspondante de déchiffrement D. Et le chiffre de César est un exemple de cryptosystème symétrique où les clés de chiffrement et de déchiffrement sont les mêmes. Ça, c'est un extrait donc du livre Introduction à la cryptographie que je vous invite vraiment à lire, à prendre si vous voulez approfondir le sujet de la cryptographie qui n'est clairement pas très très aisé mais qui est super intéressant. Surtout que bon, bah, ça, encore une fois, c'est une licence, c'est niveau licence 3, Master 1 normalement, à peu près. Bien entendu, le cryptosystème, chiffrement par décalage, chiffre de César, c'est le premier que vous voyez parce que c'est le plus simple. Après, il y a d'autres choses un petit peu plus poussées à ce niveau-là. Mais globalement, on l'oppose au cryptosystème asymétrique. Lui, à la différence, en fait, si vous voulez, bah, E n'est pas égal à D. Donc E pour encrypt et D pour decrypt, bah, en fait, ne sont pas égaux. Et en fait, vous ne pouvez pas retrouver à partir de l'un l'autre. Ça, c'est ça qui est très important. D ne permet pas de retrouver, donc D pour déchiffrement aussi en français, ne permet pas de retrouver E. Et ça, c'est très important, à un tel point qu'en fait, on peut du coup dire, eh ben, je vais rendre E public. Et c'est ça qu'on appelle en fait le système à clé publique, donc le cryptosystème à clé publique ou cryptosystème asymétrique ou chiffrement asymétrique. Et c'est là où on voit que bah, c'est un petit peu mieux. Entre guillemets, parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que à ce moment-là, bah, on n'a pas intérêt à faire que de l'asymétrique? En fait, c'est un petit peu plus complexe que ça, bien entendu, surtout dans la réalité ensuite, de la pratique de comment on doit mettre en place ce genre de système-là. Il existe encore aujourd'hui des systèmes symétriques qui sont utilisés, comme AES, mais c'est un algorithme, AES, c'est le nom d'une formule un peu comme RSA, etc., d'une méthode utilisée pour un cryptosystème qui est symétrique là. Et c'est encore très utilisé parce que c'est sécurisé quand même, hein. Ça a forcément plus ou moins ses limites, comme tout. Mais donc du coup, maintenant, aujourd'hui, vous avez appris ce que c'est qu'un système asymétrique et symétrique. Vous avez appris ce que c'est que le chiffre de César. Et vous avez appris le même et l'existence de Alice et Bob, deux personnages fictifs qu'on retrouve très souvent et que si vous traînez un petit peu trop sur Internet, bah, vous allez très vite retrouver à ce niveau-là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a surtout un petit peu éclairé. J'essaye toujours de rendre des sujets plus ou moins complexes simples, même si c'est pas toujours facile. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit follow, et je vous dis à bientôt.